Voilà. So, yeah, it's in Spanish. I will talk in French, sorry, because I'm talk. So, bonjour à toutes et à tous. Je suis français, ravi d'être invité au Chili pour parler le Chili, un pays que je découvre avec grand intérêt, que je commence à aimer. Le Chili même aussi, enfin le soleil du Chili même, comme vous pouvez voir, je suis un peu rouge, brûlé par le soleil chilien. Je vais vous parler des villes et des territoires en adoptant une approche comparative entre la France et le Chili. Je viens de Paris, où je vis et travaille en tant qu'ingénieur, urbaniste et presque architecte. J'accompagne les concepteurs et les décideurs à imaginer des bâtiments et des villes plus soutenables, résilientes, vivables. Commençons par explorer le concept de ville à travers mon regard. On peut dire, les villes étaient à l'origine fortement connectées à leur environnement naturel. Mais le développement urbain s'est peu à peu détaché du biotope, devenant une forme abstraite et déconnectée. La relation au milieu naturel a été fragilisée, voire perdue, conduisant à de nombreuses faiblesses écologiques. Il est essentiel de retrouver cet ancrage et de restaurer les continuités écologiques. L'intelligence urbaine, selon moi, ne repose pas uniquement sur la technologie, la fameuse Smart City, mais d'abord sur la restauration des liens entre la ville et son milieu naturel. Il faut donc restaurer le lien avec le milieu, mais il y a un changement radical. Nous sommes à l'ère de l'Anthropocène, et pour la première fois dans l'histoire, le milieu naturel de demain, je dis demain, c'est-à-dire celui de la prochaine génération, ne sera pas le même que celui d'aujourd'hui. Parmi les changements majeurs, évidemment, le changement climatique, ce n'est pas le seul, mais c'est un facteur majeur et inductif qui va affecter profondément nos manières de vivre, notamment en ville. La difficulté, donc, est double. Comment penser la ville et son adaptation au milieu naturel dans un monde où le changement est rapide, donc le milieu d'aujourd'hui n'est pas le même que le milieu de demain. Il y a donc un double challenge, un double enjeu, réparer les villes en les connectant à leur milieu actuel et les adapter aux changements prévisibles de demain. Parlons rapidement du changement climatique au travers du double prisme de la responsabilité et de la vulnérabilité. Paola, juste avant, a parlé de la vulnérabilité du Chili, mais il y a ce lien très important, responsabilité-vulnérabilité. C'est une relation causale. Si on regarde rapidement la carte de la responsabilité, on pourrait l'appeler comme ça, à l'échelle mondiale, on peut dire qu'en termes de responsabilité, le Chili et la France, toujours mon approche comparative, pèsent assez peu. Le Chili représente seulement 0,1% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. La France, plus 0,66% des émissions de gaz à effet de serre. La France a une responsabilité historique que n'a pas le Chili. Elle pesait beaucoup dans l'histoire. Donc, les deux pays, en apparence, ont une contribution assez faible au levier de l'atténuation globale planétaire. J'ai dit en apparence. C'est important parce que cette carte montre les émissions dans le pays et il faut ajouter, quand on regarde l'empreinte carbone d'un pays, il faut ajouter donc les importations et c'est une part très importante. En France, par exemple, les importations, donc la part de carbone des produits que l'on importe en France représente 50% de l'empreinte carbone des Français. Donc même si, en apparence, nous avons peu de responsabilités, le Chili et la France, en fait, la responsabilité que nous avons, elle est sur les importations, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur les modes de consommation et les modes de production. C'est ça qui va devenir un volet important. Responsabilité, maintenant nous allons parler de la vulnérabilité
En termes de vulnérabilité, Paola en a parlé juste avant, néanmoins, nous ne sommes pas les plus touchés, ni le Chili, ni la France. Selon l'indice, le ND Gain, qui permet de mesurer globalement la vulnérabilité d'un pays, le Chili se classe au 27e rang sur 180 pays qui sont indexés, la France au 12e rang. Le rang 1 correspond au pays le moins vulnérable, 27 pour le Chili, 12 pour la France. Nous partageons, Chili et France, des vulnérabilités communes. Le réchauffement climatique, évidemment. Aussi, Paola en a parlé juste avant, l'érosion côtière, les problématiques de stress hydrique, les incendies. Mais si on regarde très rapidement ces cartes très schématiques, les vulnérabilités sont aggravées au Chili du fait de sa géographie très particulière. Un territoire qui est bloqué à l'est par la cordillère des Andes, à l'ouest par l'océan Pacifique, au nord par le désert, au sud par la toundra, et sa forte dépendance par rapport aux ressources naturelles. Il y a un glissement des climats, donc le climat du désert va descendre vers le sud, le climat de la toundra va remonter un peu vers le nord, ce qui fait que la zone habitable du Chili sera réduite demain. C'est en considérant ce double mouvement à la fois de l'atténuation et de la vulnérabilité qu'il faut envisager l'évolution des villes et des territoires. Encore un petit passage sur les problématiques d'atténuation. 75% des émissions de carbone du Chili sont liées à l'énergie, pour la production d'électricité et de chaleur, et pour le transport. C'est donc le levier essentiel de décarbonation pour le Chili que de faire muter, de changer radicalement l'appareil de production énergétique pour supprimer le charbon. Un point important, le poids carbone de l'énergie est tellement important, tellement gros au Chili, qu'il masque l'importance des autres secteurs. En imaginant que le Chili fasse ce travail de décarbonation radicale de l'énergie, on va se retrouver avec une empreinte où l'énergie aura réduit considérablement et ce qui reste, finalement, va peut-être ressembler à l'empreinte carbone qu'on peut trouver en France, puisque la France a la chance d'avoir une électricité extrêmement décarbonée. Donc, un bilan carbone qui va peut-être ressembler demain, dans la répartition en tout cas, à celui de la France. Ce qui met en évidence, c'est comme ça qu'on peut faire des parallèles, les futures marges de progression après le secteur énergétique, donc les futures marges de progression pour le Chili, en priorité, travailler sur les villes au travers de la mobilité, de la construction, de la consommation des bâtiments et des équipements urbains, voilà qu'on parle donc de villes, et engager l'évolution du modèle agricole et de l'industrie. Alors, quelles sont les conséquences et quels sont les challenges pour l'organisation territoriale des établissements humains et l'organisation des villes? Quelques éléments importants. La première chose, c'est que, au regard de la question écologique, il y a, en tout cas en France, un sentiment qui émerge que la ville est le responsable de tous les maux écologiques et qu'il faudrait donc quitter les villes, voire les détruire. Il y a une forme d'idéal de retour à la campagne, qui est une erreur totale. La ville est plutôt une solution du point de vue de l'atténuation et de la décarbonation. Pourquoi? Tout d'abord parce qu'elle favorise la mise en commun et le partage des ressources, des infrastructures et des services. Elle limite les déplacements carbonés grâce à sa compacité. Elle préserve les terres fertiles essentielles pour la captation carbone, et ces terres sont extrêmement importantes au Chili, donc la captation carbone et les équilibres écologiques. Cependant, les villes, en effet, ont un problème, c'est leur grande vulnérabilité. Elles doivent donc être adaptées aux conditions actuelles et futures en se reconnectant à leur environnement naturel. Deuxième élément, ça bloque. Ok. Il y a un thème très important qui a émergé en France récemment, qui est de faire la ville sur la ville. Il faut arrêter l'expansion des villes
par rapport à ce que j'ai donné comme exemple, enfin comme élément tout à l'heure. Et il faut donc travailler la ville sur la ville. C'est permettre donc de réutiliser ce qui existe déjà, qui permet là aussi des économies de carbone, ce qui a déjà été construit, ce qui a été déjà occupé par les humains. En fait, le réutiliser, c'est de l'économie, c'est de la sobriété carbone à la source. Mais ça pose évidemment une question de densification. Il faut pouvoir densifier les villes, mais la densité pose de nombreux défis. Le premier, il faut arriver à densifier, donc tout en préservant les espaces ouverts en ville. Il faut préserver et restaurer l'armature végétale et une armature végétale cohérente, et il faut densifier tout en respectant l'histoire et l'identité des villes. Et, point très important, il faut rendre la densité acceptable et agréable pour les habitants. Alors, y a-t-il des formes de densité plus soutenables ou plus agréables que d'autres? Nous avons fait une recherche sur les qualités de la forme urbaine de Paris. Et dans ce cas, nous avons comparé finalement des modèles de densité de plusieurs villes dans le monde. Malheureusement, on n'avait pas regardé Santiago, désolé. Mais évidemment, à chacune de ces densités correspond un modèle, une architecture, une esthétique, une histoire, une identité, des usages et des modes de vie. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que la densité de Paris est une des densités les plus importantes parmi les villes les plus denses au monde. Je ne sais pas si vous avez pu vous rendre à Paris, mais c'est une des villes les plus denses au monde. Et pourtant, ce qui est intéressant, c'est que la densité n'est pas perçue comme totalement négative, invivable. Les gens ne se rendent pas tellement compte finalement que on vit dans une des villes les plus denses. Donc il y a bien une possibilité de forme urbaine qui allie la densité et l'acceptabilité de cette densité. Alors on a compris que finalement l'acceptabilité de la densité passait essentiellement par la présence, l'omniprésence de vide. C'est une ville qui est à la fois très construite et en même temps il y a énormément de vide dans la forme urbaine qui rendent cette densité acceptable. Troisième enjeu, la restauration des équilibres écologiques. J'en ai déjà parlé tout à l'heure dans mon introduction. Il est impératif de restaurer les cycles écologiques et les continuités naturelles dans les espaces urbanisés. À l'occasion d'une consultation internationale lancée en 2014 par Bordeaux, une ville du sud-ouest de la France, nous avons travaillé sur la mise en place de ce que l'on a appelé une armature écologique à l'échelle de la métropole. Cette armature écologique, comme on le voit sur l'image là, apparaît comme un ensemble continu d'espaces ouverts, végétalisés, qui permet d'assurer le fonctionnement naturel et de garantir la résilience du territoire. Elle est composée de parts de végétation, de continuité écologique qui existent, et l'idée de cette armature, c'était de pouvoir la renforcer, la continuer, la poursuivre. Et donc on a développé pour la métropole des outils qui permettent les compensations quand on urbanise, quand on construit des logements quelque part. En contrepartie de la construction des logements, on doit permettre le développement de cette armature écologique en permettant des projets de végétalisation. C'est une forme de compensation. Continuer à construire la ville, continuer à la densifier, tout en renforçant simultanément son armature écologique. Quatrième enjeu, celui d'anticiper les conditions de santé et de confort dans une perspective long terme. Pour cela, il est nécessaire donc d'anticiper les conditions futures, et si on regarde bien, le changement climatique a comme conséquence une forme de glissement des climats. Dans l'hémisphère nord, ce sont les climats du sud qui remontent vers le nord, et dans l'hémisphère sud, ce sont les climats du nord qui descendent vers le sud. On a donc une forme d'horizon climatique. J'appelle ça en France le sud comme horizon. Au Chili, on parlerait plutôt du nord comme horizon. Votre horizon climatique est un climat qui est plus au nord qu'à Santiago. C'est pour ça que je parlais du désert, finalement, qui va descendre. Et donc, comment adapter les villes en anticipant ces modifications du climat?
c'est la question que nous nous sommes posée pour l'aménagement. Vous reconnaissez certainement cette image, c'est la cathédrale de Notre-Dame dont la reconstruction vient d'être inaugurée. Et donc nous avons eu la chance de travailler sur l'aménagement des abords de Notre-Dame en se posant cette question. Alors, le climat de Paris en 2050 sera celui de Séville, en 2100, celui de Tanger. Nous nous sommes inspirés des stratégies passives des pays du Sud, Séville, Tanger, donc qui utilisent le végétal, l'eau, le vent, l'ombre, en les adaptant à chacune des situations. Et nous avons modélisé les effets en fait, de la combinaison de ces figures de rafraîchissement, figures héritées du Sud, pour montrer le bénéfice que cela pouvait apporter. Cette image a été très importante pour convaincre le jury lors du concours international, pour convaincre les autorités locales du bien fondé de ce projet et le fait de passer à l'acte et d'aménager de cette façon en anticipation des conditions de demain. Autre point enfin, pour décarboner la ville, les principales actions à mener sont 1. Faire avec le déjà là, comme on dit en France, c'est-à-dire faire avec ce qui existe, réhabiliter plutôt que construire. En France, on construit maintenant très peu de bâtiments neufs. L'essentiel de la production de logements ou de bâtiments se fait en réinterrogeant des bâtiments qui existent déjà. Ensuite, développer des filières de matériaux bas et ultra bas carbone et avoir une logique d'économie circulaire permanente. En France, on construisait jusqu'à récemment beaucoup en béton. Aujourd'hui, on ne construit quasiment plus en béton. On est vraiment dans des recherches de matériaux alternatifs bas carbone biosourcés. La question à se poser évidemment pour le Chili, c'est quelles sont les filières décarbonées exploitables, le bois, la terre, les matériaux biosourcés. Je vous montre ici le premier quartier ultra très bas carbone sur lequel nous avons travaillé, qui va être livré en 2028, donc qui est en cours de construction. C'est dans le nord de Paris, porte de la Chapelle, juste sous le périphérique, donc à l'intérieur du Petit Paris. Cette image montre que l'on peut réaliser des quartiers très bas carbone avec des espaces publics généreux et une très haute qualité d'architecture et une très haute qualité d'usage. Dernier point enfin, sur les espaces publics. Concernant les espaces publics, les enjeux sont à la fois de démotoriser, supprimer la voiture dans les villes pour libérer l'espace public, favoriser la végétalisation, la biodiversité, les usages multiples, redonner l'espace public aux citoyens. C'est ce que nous proposons avec ce projet que nous appelons la rue commune. La rue commune, en fait, est une boîte à outils et une méthodologie pour transformer les rues en espaces publics vivants, appropriables par les habitants et les riverains. Voilà, je vais finir sur cette idée que on a parlé d'atténuation, on a parlé d'adaptation, mais il n'y aura pas de transition écologique qui n'associe pas, qui n'engage pas les citoyens. On ne peut pas faire la transition sans les citoyens. Donc construire un monde urbain, un monde rural atténué et adapté est un projet à la fois social et politique. Et je vais citer, vraiment pour terminer, donc Étienne Klein, qui est à la fois physicien et philosophe des sciences, qui s'appuie sur les travaux de Luc Ferry, qui est philosophe, essayiste, homme politique, et il dit quelque chose de très beau, je vous l'ai traduit déjà. Croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Voilà, je pense que c'est ça aussi l'objet du Congresso Futuro, sacrifier du présent personnel au nom, au profit, au bénéfice d'un futur collectif. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.